Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Jeu Blanc. Donc, Jeu Blanc, pour rappel, c'est un site internet, c'est un Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc aujourd'hui, pour débrief les deux finales à Indian Wells, le premier Masters 1000 de la saison, je suis en compagnie d'Alice. Salut Alice, Salut, salut. voilà. Et Auguste. Salut, bonjour à tous. Ravi d'être là pour parler de ces finales qui ont été très très sympathiques à voir. C'est ça, là on en sort tout juste nous, au moment où on enregistre le podcast, un petit peu d'émotion, surtout devant la victoire, vous vous en doutez, du jeune prodige Carlos Alcaraz qui est de retour. Voilà, ça faisait longtemps qu'on l'attendait pour un nouveau titre. Le dernier titre remontait quand même à Wimbledon, face à sa victoire homérique face à Novak Djokovic. Il a donc battu Daniil Medvedev en 2-7, pas non plus. Ce n'était pas non plus, comment dire, à sens unique, mais ça se finit en 2-7, 6, 7-6, 6-1. Je vais demander à Auguste, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale? Comment tu as trouvé Alcaraz? Comment tu as trouvé Medvedev? Alors moi j'ai bien aimé cette finale avec un premier set très très serré. Un Medvedev qui mène 3-0 dans le premier set, mais qui est rattrapé très vite derrière à 3-3. Puis après, les deux qui font la course jusqu'au tie-break. Puis après, c'est Carlitos qui prend la fin, mais ça aurait pu tourner dans n'importe quel sens. Et puis, on a eu des points de fou, dont le point d'or où Alcaraz rattrape rate un match, il rattrape quand même la balle, il va aller euh, gagner le point. Enfin, il y a vraiment que lui qui peut faire ça. Et puis après, dans le deuxième set, il était injouable. Enfin, parce que je trouve pas que dans le Oui, deuxième oui. set, Medvedev fasse un mauvais match, mais c'est juste que contre cette version d'Alcaraz, tu peux rien faire. Le mec, il va être trop bien, il frappe très fort comme il dépose ses amortis ou ses petites volées. Euh, il est juste trop fort, donc il a juste à s'incliner. Ça va lui faire du bien de regagner un titre après quasi plus de 6 mois Ouais, 6-7 disette. mois, hein. Ouais. Bah, depuis Non, non. juillet, donc juillet ça fait 5 ouais, 6-7 mois, ouais. Ça va lui faire du bien juste avant Miami, la session de saison sur Terre qui va être très importante pour lui, parce qu'il y a pas mal de points à défendre, notamment chez lui. Et puis après, pour Roland, JO, il est très attendu aussi là-bas. Donc, c'est parfait pour lui, il se met dans une bonne dynamique. Il reste numéro 2 mondial. Il reste derrière Djoko, même si je pense qu'il y a encore un petit écart en faveur de Djoko. Mais voilà, donc je passe un très bon moment dans cette finale. Voilà, je laisse je vous laisse dire ce que vous en avez pensé aussi. Je sais que moi j'ai aussi pour moi c'était pas une surprise. Je me suis douté que ça allait être pas à sens unique, hein. On l'a bien vu dans le premier set, c'était très serré, mais j'étais quand même persuadé, convaincu que qu'Alcaraz allait l'emporter, surtout après la perte du tie-break de Danil. Toi Alice, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que je sais que tu étais pour Alcaraz, mais est-ce que vraiment après le tie-break tu t'es dit c'est fini, Alcaraz empoche conserve son titre et empoche ce Masters 1000? Alors, me fiat, parce que je n'étais pas pour Alcaraz, mais C'était pas pour Alcaraz. enfin, mon pronostic a fonctionné. Ça y est. Après, après sa mésaventure australienne, j'espérais quand même Ça fait qu'il beaucoup. allait pouvoir. Comment? Ça commence à faire beaucoup d'ailleurs, ces mésaventures Oui, là oui, à oui, ça Medvedev. commence à faire beaucoup. Mais bon, Ouais. il était en Et, finale au moins. mais pour toi, quelles sont les raisons de la défaite de Medvedev aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, il est tombé sur plus fort que lui, hein. D'ailleurs, ce que j'aime bien à propos de cette édition d'Indian Wells, on va le voir tout à l'heure avec le tableau féminin, mais c'est le retour des injouables, quoi. Bon, Hmm. effectivement, il y a eu une petite bataille au premier set, voilà, où c'était plus accroché. Mais derrière, bah, dans les deux cas, hein, en fait, derrière.
que ce soit Alcaraz ou Swiatek, on en parlera après, mais quand ils jouent comme ça, ou quand elles jouent comme ça, ils sont intouchables quand ils sont en pleine confiance comme ça, et je crois que c'est ce qui se passe aussi, Medvedev avait dit, bon, bah, je vais essayer de lui rentrer dans la tête. Ouais, Voilà, après le premier set, il a un peu loupé son pari. Il n'a pas réussi à rentrer dans la tête d'Alcaraz. Et derrière, Alcaraz en confiance, c'est injouable. Surtout que voilà, enfin, Alcaraz sait qu'il a déjà gagné là, contre le même adversaire en plus. Là, c'est vrai que ça, c'est comme vrai, tu dis, hein, ça ça fait un commence petit à peu faire beaucoup. la Euh, boucle est bouclée, ouais, entre guillemets. ouais. Deux fois au même endroit, en deux sets aussi. Bon, Mais cette fois-ci. je pense néanmoins quand même que tu soulignes le fait qu'Alcaraz est injouable, c'est vrai, je suis d'accord. Le deuxième set particulièrement, on l'a vu. Les retours gagnants qu'il faisait dans les pieds de Medvedev, les volées en lévitation, les coups droits, les banana shots sur le côté, c'était juste d'accord, très bien. Mais je pense que ça reste à nuancer sur le fait que les conditions de jeu, notamment le favorisent énormément Indian Wells. Je pense que ce ne sera pas. Il a déjà deux titres ici. Et je pense que Mm, ce ne sera pas les derniers, on va dire. Ce ne seront pas les derniers. Je pense que les conditions de jeu lentes comme ça, avec une balle qui rebondit très haut, qui favorise donc le fait qu'il a le temps de poser ses appuis, d'ancrer tout toute à la fait. puissance qu'il a Oui. sur le sol et d'envoyer ses coups, son coup droit de façon explosive, on va dire. Plus le fait que la balle donc soit plutôt lente, ça lui permet d'être indébordable. On l'a vu aussi Mm. ce soir. Medvedev lui a fait faire l'essuie-glace à certains moments et pourtant bah, Alcaraz remettait le remettait, le coup supplémentaire, Et oui, parce etc. qu'il avait un peu plus de temps que sur C'est d'autres ça. surfaces. Donc, Enfin, pas forcément d'autres surfaces, mais en tout cas d'autres oui, si, d'autres lieux, quoi. c'est ça. Donc, Mm. voilà, Alcaraz injouable, mais je pense quand même que ça reste à nuancer. Et je pense aussi, je sais pas ce que tu en penses, toi, Auguste, par exemple, mais est-ce que tu trouves pas que Medvedev, au niveau du service, c'est plus trop le Medvedev qu'on avait vu, par exemple, en 2021, Prime Medvedev, on va dire, et tu trouves pas qu'il a baissé dans ce secteur? Non, mais je pense là, on peut pas vraiment juger le service à Indian Wells parce que c'est tellement lent que même les meilleurs serveurs claquent pas beaucoup d'ace ou de services gagnants parce que à leur niveau, pour faire un ace, enfin, il faut vraiment une surface un minimum rapide. Là, à Indian Wells, bon, j'ai pas du tout les stats sur moi sur les aces ou le service gagnant, mais je suis prêt à parier très fort que, que le meilleur serveur en termes d'ace sur le tournoi, il n'en a pas plus de, je sais pas, peut-être 30, 40 max, mais grand max. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon moment pour juger sur son service. Peut-être plus à Miami. Mais moi, c'est pas ce qui m'a choqué. Enfin, c'est pas quelque chose en tout cas qui m'a gêné côté Daniel. Moi, c'est surtout pour revenir sur Alcaraz, moi ce que j'ai bien aimé, c'est l'adaptation tactique qu'il a eu très très vite, surtout comparé à son match contre Sinner euh, en demi-finale, où dans le premier set, il menait 3-0 un peu à cause de lui parce qu'il veut frapper trop fort, il veut faire le point trop vite, il fait plein de fautes bêtes entre guillemets alors qu'il aurait juste pu remettre la balle. Et dès 3-0, il s'est tout de suite calmé, il a tout de suite voulu remettre plus d'effets, sécuriser plus ses coups. Et ça paye, vu qu'il est remonté à 3-3, alors que dans sa demi-finale contre Sinner, il a tenté la même chose et il a mis un set à s'en rendre compte et à changer de stratégie. Donc là, j'ai bien aimé qu'il perde pas plus de temps que ça, que tout de suite il change et ça lui permet de remporter le match très facilement par la suite. Très très fort côté Carlos. Mais Medvedev, en soi, sur la finale, j'ai pas grand-chose à lui reprocher parce que je trouve qu'il fait un match ultra solide. Peut-être contre un autre mec, ça passe, mais c'est juste que là, c'est Alcaraz qui était plus fort, c'est tout. Et j'ai rien à reprocher à Medvedev sur le match. Je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, qu'il ait eu une tactique trop mal pensée. C'est juste que bah, il est tombé sur un mec plus fort. C'est comme
comme nous, en amateur, on est 15-5, on tombe contre un 15-1. Et bah, on a beau faire le match de notre vie, si le mec il est plus fort, c'est tout. Enfin, on peut rien faire. C'est la même chose. Voilà. Très bien, bah, Et du coup, je comprends. Auguste, là, tu parlais de l'adaptation de la stratégie, je reviens juste là-dessus. Je me demandais ce que vous aviez pensé, en fait, du fait que voilà, Alcaraz, il a joué quelques matchs, quelques tournois sans Juan Carlos Ferrero, son coach. Est-ce que vous pensez que sa capacité à adapter son jeu, à adapter sa stratégie, elle est due justement aussi au retour, enfin, au retour, ou en tout cas à la présence plus appuyée de son coach? Moi, je pense très honnêtement que oui. On l'a vu tout le match. Ils n'ont pas arrêté de babiller tous les deux. Moi, ça m'exaspère. D'ailleurs, je déteste de les voir se parler en permanence tout le temps. Ferrero a pas arrêté de lui parler durant tout le match. À un moment, on a vu Alcaraz se montrer justement, comme tu l'as dit, Auguste, au niveau de son adaptation tactique, se montrer beaucoup plus agressif sur les retours de service, notamment sur les secondes balles de Medvedev. Il rentrait dans le court, ce qu'il faisait pas quand il était mené 3-0. Il rentrait dans le court et on a vu, on a entendu que c'était, donc en espagnol évidemment, je parle pas très bien espagnol, mais j'ai un petit peu compris, que Juan Carlos Ferrero lui avait suggéré ça, lui avait dit rapproche-toi, rentre dans le court et essaye d'être plus agressif au retour. Donc oui, ils n'arrêtent pas de se parler. Je pense que sans Juan Carlos Ferrero, Alcaraz bah, aurait pris plus de temps. Voilà, aurait pris plus de temps. Il aurait sans doute trouvé la solution, je dis pas le contraire, mais est-ce qu'il l'aurait trouvé directement? Pas sûr. Donc, Mm. bon, bah, c'est légal, hein, c'est légal, mais moi, je considère quand même que, bon, bah, ça reste de l'assistanat, on va dire, pas loin de l'assistanat. Après, c'est un excellent joueur, il arrive à l'appliquer. Donc, voilà, tout le mérite est pour lui derrière. Mais le tennis, normalement, on trouve ses propres solutions par soi-même. Et est-ce que vraiment, tout le temps, il faut une présence extérieure pour salvatrice, on va dire? Moi, je ne sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, Auguste, mais voilà, Mm. je Ah pense bah, que. ça a toujours été une grande question vis-à-vis euh, d'Alcaraz, hein, bien sûr. Mm. Ce côté où Ferrero lui dicte tout, ou en tout cas beaucoup de choses, même quand ce n'était pas légal, on voyait bien que y avait leur code Oui, avec les mains. qui n'était pas vocal. C'est vrai que on a l'impression que Alcaraz doit beaucoup à Ferrero, d'une part Oui, pour sa formation, bien sûr, mais depuis que c'est un top 5 même un top 3 bien installé, qu'il gagne beaucoup grâce à lui, même s'il n'a pas gagné tous ses titres grâce à lui, parce qu'il y a aussi une partie perso qui est physique, mentale et tennistique. bien sûr. Et donc, on le dénigre pas du tout, hein. Et même, il me semble que l'année dernière, quand il gagne le Queens, il me semble qu'il est tout seul. Donc, je Mm. pense qu'il C'est sait vrai. gagner seul et que même sans lui, il aurait battu Medvedev. Mais je te rejoins à Thomas, il l'aurait peut-être battu, mais en 3-7. Ou peut-être pas 7-6, 6-1, mais 7-6, 6-3 ou 6-4. Ouais, ça a peut-être été un peu plus serré. Euh, mais oui, oui, je pense que c'est un secret pour personne, pour ceux qui regardent vraiment beaucoup, beaucoup de matchs. Ils savent que limite Ferrero est aussi important que le physique d'Alcaraz ou que son toucher de balle. C'est vraiment une part entière de son jeu, bien sûr. Mais c'est légal, donc on peut rien lui dire. Il applique le règlement, donc bon, on peut. C'est ça. Mais pour revenir sur Medvedev, bah, je pense quand même que cette défaite doit être encore plus frustrante parce que on l'a vu, il s'est beaucoup énervé à la fin par rapport au public, qui était bien évidemment pour Alcaraz. Ça, évidemment, c'est un phénomène qui sera récurrent dans la carrière d'Alcaraz. Ça va être un peu le nouveau Federer en termes de popularité. Il a un jeu spectaculaire, il fait des coups impressionnants. Forcément, le public est pour lui. Il est aussi plus jeune que Medvedev. Medvedev, déjà un peu plus âgé. Il n'a pas un style de jeu aussi flamboyant, donc c'est aussi une question de subjectivité de la part du public. Mais au-delà de ça, cette défaite va être frustrante parce que Medvedev, on le rappelle, il a quand même perdu en finale à l'Open d'Australie, en finale à l'US Open quelques mois auparavant, et là il repère encore à Indian Wells. Donc sur trois tournois importants, il perd à chaque fois, c'est toujours le deuxième homme. Donc toi, Alice, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que là c'est peut-être un petit peu la défaite de trop ou que Medvedev va encore faire preuve d'une résilience incroyable et se relancer d'ici les prochains tournois, notamment la terre battue qui arrive, qui n'est pas forcément sa tasse de thé?
C'est vrai, c'est pas forcément sa tasse de thé la saison qui arrive sur terre battue, mais bon, il y a eu Il a le remporté miracle un. romain. Il y C'est a eu vrai, il y a le voilà, miracle romain, oui, le miracle romain, celui qu'on n'attendait pas. très clairement. Je suis assez partagée quoi, sur l'interprétation qu'on peut avoir de Medvedev en finale, parce que, bon, à part toi, Thomas, je ne sais pas si on l'attendait en finale déjà. Ah ouais? On espérait pour Ah, lui moi, je parce que c'est l'attendais. vrai que c'était douloureux. Voilà. L'Open d'Australie, c'est quand même, ça a dû être une finale extrêmement marquante pour lui. Donc on attendait la réaction. Quelque part, je me dis, bon, c'est finalement une petite victoire d'arriver en finale ici à Indian Wells. Mais la défaite, deuxième set 6-1, Oui, et, c'est très mal. et contre Alcaraz une deuxième fois, et Alcaraz dont on sait voilà, qui va être un gros problème sur terre battue, notamment pour Medvedev, c'est vrai que ça doit quand même mettre un sacré coup au moral. Donc je pense pas que ça soit la défaite de trop, parce que je crois que ça reste quand même un joueur qui a très très faim, qui a vraiment hâte de montrer qu'il est capable de remporter plus qu'un seul grand chelem. Donc non, pour moi, c'est pas la défaite de trop, mais c'est encore une défaite qui fait mal quand même. Donc voilà. Et il s'affirme un peu comme le quatrième homme derrière le trio Mm. Djokovic, Sinner, Alcaraz là, actuellement. Les trois ces trois dernières grosses défaites, c'est justement contre ces trois joueurs. Donc, euh, donc Bien bon, on sûr. espère. On espère une réaction. C'est là, ça. Bon, même s'il y a, il y a un an, il était sur une série de victoires absolument folles. Oui, là, de plus en plus, il devient le mec souvent placé et jamais gagnant. C'est-à-dire, tu peux compter sur lui pour être en quart, en tonde, quoi. Demi, très certainement. Finale dans un bon tournoi. Mais pour aller chercher le titre, ça va peut-être être plus dur parce que même si on prend pas tous les Master 1000 et les grands chelems, en fin d'année dernière, il fait aussi finale à Vienne et à Pékin. C'est deux finales qui perd contre Sinner. Donc ça en rajoute. Et son dernier titre, Medvedev, c'est Rome. C'est Rome l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an. Bien qu'il sera encore un favori à Miami pour combler ce trou. Euh, mais oui, 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 là, Medvedev, pour un joueur de son calibre, il a grandement besoin d'un titre le plus rapidement possible. Et vu que cette battue arrive à grands pas et que il s'auto-persuade qu'il n'est pas bon dessus, alors que personnellement, je trouve que avec son jeu, il pourrait très bien jouer sur terre battue. Miami, ça a l'air d'être sa dernière chance avant quelques mois, quoi. Donc, Ouais. il a intérêt à la saisir. Il a gagné Rome l'année dernière, donc on ne sait pas avec Oui, Medvedev. Et oui, Indian Wells, mais c'est très lent aussi, donc hmm, je ouais, ne sais pas. Moi, je me dis que, et surtout mentalement, j'ai l'impression quand même qu'il a changé d'état d'esprit. ouais. Il a un état d'esprit beaucoup plus accrocheur. Il se bat jusqu'au bout, même quand il est mené. Donc, même là, on l'a vu sur le dernier point, il a tout donné contre Alcaraz. Il a essayé vraiment, jusqu'au bout, il s'est battu. Non, moi, je pense que terre battue, on ne sait pas. Hmm. S'il peut y avoir une hécatombe, Alcaraz sorti Ouais, mais prématurément, on ne sait pas. sur table battue, je trouve que dans le top 20, il y a Oui, mais tellement de joueurs très forts Il y a sur trop de table battue clients, je pense. Mais bon. parce que là, la saison sur Terre, c'est la saison où des mecs comme Rude, comme Tsitsipas vont vraiment pouvoir revenir sur leur surface. Et même des Zverev, Rune, Rublev, c'est très très bon sur table battue. Donc, j'ai encore peur que sur table battue, ils nous fassent, enfin, on va dire, sur table battue, il y a quoi? Il y a attends, Monte-Carlo, Madrid, Rome. Ouais, il y a trois Master 1000, un gros 500 et un grand chelem. J'ai peur qu'ils nous refassent genre trois quarts, une demi et un huitième et que voilà, qu'il n'y ait pas de trophée au bout, quoi. Même s'il fait des bons tournois, j'ai peur que si par exemple à Monte-Carlo on a un Medvedev rude en quart, bah, j'irai sur rude. Ce qui serait pas le cas sur C'est vrai. dur, mais C'est vrai, Hmm. c'est vrai. Oui. Ça se défend tout à fait. Et je sais pas si tu veux dire quelque chose dessus, Alice, mais je pense Moi, j'ai que pas voilà. grand-chose, oui, j'ai Ouais, pas pas grand-chose grand-chose de à plus, hein. ajouter, Mm. parce que effectivement, pour moi, il y a beaucoup trop de clients sur terre battue Mm. qui peuvent lui poser de problèmes. Mais bon, ceci dit, l'an dernier, si on m'avait dit
Ah oui, oui, Medvedev gagnera Rome. Bon, Oui, j'aurais ri, quoi. Mais d'ailleurs, le parieur, lui-même en riait. Voilà. ouais, le parieur qui avait parié que Medvedev allait gagner Rome, déjà une fois dans sa carrière, Mm. ça aurait été déjà assez incroyable. Donc bon, ce n'est pas tout. Donc on parlait d'un petit peu de la domination de Carlitos sur Medvedev, notamment dans le deuxième set, hein. Il lui a littéralement roulé dessus. Mais je pense qu'on peut aussi parler venir aller du côté de la WTA et regarder une joueuse qui a littéralement écrasé son adversaire sur les deux sets. Donc je parle évidemment de la numéro un mondiale, Iga Świątek, donc la polonaise qui a complètement explosé Maria Sakkari 6-4, 6-0. Donc un bagel pour finir la semaine, c'est quand même pas mal. Pour gagner encore un titre WTA, un WTA 1000. Donc Alice, qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu de ce match? Alors d'abord, une petite pensée pour Maria Sakkari. Évidemment, c'est Ah, toujours important. là, je crois qu'on peut Ouais, ouais. commencer à allumer quelques cierges pour l'éternel finaliste. Bon, Mm. alors, avec de la réserve, je sais qu'elle a gagné des titres, qu'elle a gagné une finale, mais bon, Ça à remonte, ouais. chaque fois, elle se prend toujours plus fort qu'elle, et puis là, Iga Swiatek en pleine confiance, c'était un récital, quoi. C'est vraiment, c'est douloureux, je pense, pour toutes celles qui se trouvent sur sa route en ce moment. Je crois que Swiatek enfin, avait vraiment besoin de ce titre. Oui, je pense pour sa confiance, elle en avait besoin. Euh, et elle a déroulé toute la semaine. Enfin, ça paraissait inévitable, quoi. Euh, je ne sais pas si c'est celle que vous avez vue arriver en finale et remporter le titre. Si, Il me si, semble que oui. si, Je pense si. qu'on a été assez bon. Moi, Euh, c'est ce que j'avais pronostiqué il y a 2 semaines avec PH. J'ai dit Swiatek vainqueur, mais alors, je la voyais vainqueur, mais là, moi, c'est la manière qui m'a scotché. C'est que je la voyais vainqueur, certes, mais je pensais qu'elle allait quand même chercher un set ou deux pendant la douzaine, mais non, elle a tué tout le monde. Bon, même si en soi, elle a eu un parcours un peu moins fort sur le papier que en 2022 quand elle gagne, parce que en soi, par exemple, quand tu vois qu'en demi-finale, il y a des Kostiuk, qu'en quart, il y a des Bien Wozniacki, en sûr. huitième, c'est des Poutine, c'est pas des adversaires du, d'un calibre top 4 top 5 qui peuvent venir la gêner, mais bon, ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas de sa faute si c'est une Rybakina qui tombe malade, c'est une Sabalenka qui perd contre Navarro. Bravo, ouais. Enfin, elle joue celle qui est dans sa partie de tableau et qui gagne. Donc, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais la manière, enfin, la joie, en 6 matchs, elle a mis 3 bulles. Euh, Mm. ouais, C'est ça. elle a mis 2 fois des 6 de 600, 600, 6-2. Enfin, Ah oui, et, mais pas de. et là, et pour revenir sur la finale, quand je me suis mis devant et qu'en quelques minutes, il y avait 3-0 et un 3-0, un vrai 3-0. C'est pas le même 3-0 que chez les mecs, c'est vraiment un 3-0. Sakari, elle n'existe pas. Je me suis dit, oh là, ça va aller très vite, ça va faire comme contre Pliskova à Rome ou presque. Ça va durer moins d'une heure et la pauvre Sakari va marquer entre 0 et 2 jeux. Et au final, et quand Sakakari revient 3-3 et qu'elle la pousse jusqu'à 3-3, 4-4, 5-4 sans break, je me dis, ah, peut-être combat, ça peut le faire. Et puis après c'était fini. Dès que Sakari a dû servir pour rester dans la première manche, elle n'était plus là. C'était qu'elle a mis les 8 derniers jeux et d'une manière dominante, folle, parce que quand Swiatek a le contrôle sur les échanges, sur le point, et quand c'est elle qui décide du rythme, elle a un job. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Et Sakari, bon, bah, elle a plongé. Mais quand même, un bon coup d'os à Sakari, parce que si on m'avait dit il y a 2 semaines que Sakari serait en finale d'un double Tamil, j'aurais bien rigolé. Donc déjà, bravo à elle. D'être en finale, et bon, après, elle tombe contre une attaque trop forte. Voilà. C'est malheureusement la dure loi sur le circuit féminin. Disons que Caroline Garcia pourra dire qu'elle a perdu contre la future finaliste.
Ça, au moins, il y a une Alors, petite, il y a toujours une petite victoire là-dessus. c'est vrai, c'est Euh, vrai, c'est vrai. Par contre, moi, la surprise, enfin bon, j'ai eu deux surprises et à chaque fois, c'est Navarro qui m'a surpris. Le fait qu'elle batte Svitolina et Sabalenka, Mm. bon, c'est Fallait le voir une... venir aussi, fallait le parier, hein. Voilà. Fallait être au courant. Mais donc bon, bah, pour un premier Masters 1000 et un premier WTA 1000 de la saison, donc ça lance plutôt bien Mm. Alcaraz Ouais, et Swiatek. Voilà. Ouais, alors là, ce que je me disais quand même pour pour le reste de la saison sur terre battue, qui est leur surface, bon, leur surface de prédilection, oui et non hein, pour Alcaraz. Finalement, Alcaraz, oui. c'est compliqué de voir vraiment une surface de prédilection tellement il est bon Voilà, partout. partout. exactement. Donc euh, Mais bon, c'est vrai qu'on a l'impression, je me suis dit, ah bah tiens, on n'est pas encore, on est déjà sur la terre battue là, ça y est. Mais non, pas encore, il faudra patienter un petit peu. Ça arrive, Miami, et puis après c'est parti. Ouais. Mais Et c'est ça. puis, bah, surtout que ce deck là, c'était le troisième WTA 1000 vu qu'il y a eu Dubaï et Doha en février. Mais du coup, sur les trois WTA 1000, Swiatek, elle en prend deux. Elle prend Doha, elle prend Indian Wells, et elle fait demi-finale à Dubaï. Ouais, Oui, elle oui, fait demi-finale, donc très très fort, même si elle a un peu raté son Open d'Australie. Euh, En WTA 1000, elle est là. Et donc, elle est revenue là, avec les crocs hein, ouais, d'avoir enfin, raté, entre guillemets, hein, son Open ah, Australie. Ouais, ouais, très deux clairement. fois. Voilà, là, elle est revenue avec grosse, Ah, grosse envie. deux titres dans la besace déjà en début de saison, oui, clairement. C'est fort. Et Elle puis, réaffirme son statut. on l'oublie, mais elle a pas 23 ans, quoi. Non, Donc, bientôt, bientôt. Ouais. ouais, mais bon, quand même, hein, Ouais. ça Et fait... là, du coup, avec sa victoire, elle a 2600 points d'avance sur Sabalenka. Il faudrait ça la va- chercher. ouais. Faudrait la chercher très clairement. Mais bon, un petit mot aussi sur ce qui se trame. On va être très rapide, mais sur la refonte peut-être probable du circuit, puisqu'il y a pas mal de projets donc au niveau extra sportif. Il y a un projet par l'Arabie Saoudite d'avoir leur propre Masters 1000, donc de mettre d'investir énormément dans le tennis. On a bien vu aussi que les Saoudiens étaient intéressés par le sport, puisque Rafael Nadal est devenu aussi, on va pas dire l'égérie, mais presque des Saoudiens. Et en plus de ça, de l'autre côté aussi, l'ATP et la WT, enfin l'ATP, si je me trompe pas, prévoit peut-être un super circuit, entre guillemets. Ça me fait penser à la Super League en C'est foot, grand mais chelem. voilà. Ah, C'est c'est les grands chelems, pardon. Voilà, c'est les grands c'est- chelems. pour faire un brief rapide, oui, voilà, c'est les quatre grands chelems contre l'Arabie Saoudite qui est du côté de l'ATP et la WTA. Pour ceux que faire lire, j'ai fait tout un article sur Jeu Blanc qui résume toute la situation. Allez lire l'article d'Auguste. C'est mieux, Et, c'est mieux, c'est. donc, en fait, et pour faire un résumé rapide, d'un côté, il y a l'Arabie Saoudite qui veut mettre 2 milliards sur la table, un pour la l'ATP, un pour la WTA, pour fusionner tout ça et créer un super circuit où il y a plus d'argent, plus de fonds, et donc pour pouvoir faire, enfin, pour espérer plus de monde qui regarde avec de meilleurs tournois et un calendrier un peu plus clair. Et de l'autre, il y a les quatre grands chelems qui veulent faire un circuit premium avec en fait une pyramide où on commence avec le top 100, donc C'est ça. qui jouerait les quatre grands chelems, 10, 10 tournois semblables au Master 1000. Il y aurait un autre Master, une sorte de coupe Davis et le tout sur 20 semaines avec avec 2 mois de pause sûre. Et après, en dessous, il y aurait, donc du coup, pour le 100, du 101e jusqu'au 300, il y aurait d'autres tournois qui seraient semblables au 250 et au 500, où ils promettent, je crois, de 75 à 100 tournois par saison. Et à la fin de l'année, en fait, en même temps que le Masters, où tu as les 8 meilleurs mondiaux, tu aurais des playoffs ou des matchs de barrage pour la montée et la descente entre ceux qui sont proches de la centième et ceux qui sont proches de la 101e
pour la montée, descente. Voilà. Autant le dire tout de suite, que ce soit pour les grands chelems ou pour l'Arabie Saoudite, ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est pas du tout le sport. On n'en sait pas plus pour le moment, mais ça ne présage rien de bon d'un point de vue sportif. De toute manière, je sais pas si on peut vraiment avoir un avis dessus tant qu'on n'a pas plus d'infos, mais bon, si vous voulez en discuter, Thomas. Personnellement, je considère que plus il y a de l'argent dans le sport, plus ce sport devient, comment dire, avili. Voilà, plus ce sport devient corrompu, plus les intérêts extrasportifs sont mis en avant au détriment tout simplement bah, du sport, au détriment des émotions sportives. On fait tout pour engendrer un maximum de cash au détriment de ce qui compte le plus en fait derrière. Là, actuellement, on le voit bien. Les joueurs, la plus grosse anomalie du circuit, c'est que les 100 premiers joueurs du tennis vivent du tennis. Et quand on est au-delà de la 300e place mondiale, quand tu es, imaginons, je sais pas, 500e mondial, bah tu finis dans le rouge à la fin du mois. Donc à partir de là, déjà c'est une anomalie, mais alors ça va ne faire qu'être exacerbé s'il y a encore ce rachat par l'Arabie Saoudite de l'ATP et la WTA. Donc ça, c'est déjà ça. Et de l'autre côté, c'est pareil, un circuit premium, c'est complètement aberrant. Parce qu'un circuit premium, ça veut dire les 100 premiers. Et quand on regarde les plus grosses surprises de ces dernières années, on peut penser à Stakowski qui a battu Federer à Wimbledon en 2013. Bah, Stakowski, il n'était pas dans le top 100. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de Stakowski. On a vu, il y en a plein. J'ai cité Bah, qu'un seul exemple, celui qui me vient le plus vite. Mais il y a plein bah, d'exemples comme ça. même là, Bien sûr. même là, en janvier, tu prends Caso Rune, Par Caso, exemple, voilà. Ouais, Mhm, voilà. Caso, tout à fait. il n'existe pas dans le circuit Donc premier. voilà, c'est ça. On enlève les surprises, on enlève la beauté du sport, l'imprévu, l'incertitude. On ne fait profiter en fait que les meilleurs, entre guillemets, que ce soit pour l'argent ou pour la gloire, la volonté de se démarquer. Et en fait, on fait un système pyramidal qui est tout simplement dégueulasse. Donc, moi, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Pour moi, c'est voilà, le 500e joueur mondial a le droit de, s'il est bon, je sais pas, d'arriver à passer un premier tour. Bon, 500e, ça m'étonnera. Déjà, il faudrait qu'il se qualifie. Mais je sais pas, au moins dans le top 250. Voilà, le niveau est tellement dense que c'est juste une énorme erreur de faire ça. Et, euh, et j'espère que ça ne va pas se faire. Bien sûr que je pense qu'il faut une refonte dans tous les cas du calendrier ATP qui est complètement surchargé. Bien sûr, il y a quasiment pas Ça, de oui. pause. Les joueurs font des exhibitions aussi en décembre, donc c'est n'importe quoi. D'ailleurs, les joueurs qui font des exhibitions se plaignent, mais en même temps, ils font des exhibitions, donc allez chercher l'erreur. Je ne vise pas du tout le joueur qui vient de remporter Indian Wells, absolument pas. Mais, euh, mais bon, euh, moi je pense que le problème vient tout simplement de la forme, mais aussi du fond. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Alice, mais bon. Je pense que c'est bon, vous avez soulevé plusieurs questions vraiment problématiques, mais je me dis aussi que cette idée de refonte, ça, elle vient d'un certain leurre qui serait que le public viendra aussi uniquement s'il n'y a que des grands noms. Et c'est vrai que ça joue, effectivement, pour certains tournois, il faut qu'il y ait des grands noms, mais ce circuit premium-là, avec la structure telle telle qu'elle peut être envisagée, euh, bah, elle permet pas à certains tournois de continuer à exister. Et l'engouement, je pense quand même aussi qu'il se crée. Alors bien sûr, il y a ce côté de rentabilité pour les tournois qui est important. Après, est-ce que vraiment les grands chelems et les Master 1000 sont en énorme difficulté financière? J'ai du mal à le croire. Je pense que c'est plutôt les les tournois légèrement en deçà. Et ce système-là, tel qu'il est conçu, me paraît assez compliqué pour laisser la place à des tournois qui sont plus implantés localement, qui créent l'engouement, qui font que bah voilà, il y a, il y a du public qui va pouvoir continuer à suivre notre sport. Il y a aussi des tournois
qui ont bâti leur stratégie sur le fait d'inviter des jeunes joueurs et en même temps d'attirer des grands noms. Donc ce mélange-là qui permet au public de découvrir de nouveaux joueurs, à des joueurs et des joueuses de découvrir le circuit aussi. Ce mélange-là dans le système premium, il marchera pas parce qu'il y aura toujours un énorme cran d'écart entre l'élite telle qu'ils veulent la concevoir et le reste du circuit. Donc je trouve que c'est aussi un problème à ce niveau-là. Mais bon, Ouais, d'un autre côté, euh, les grands chelems soutiennent, voilà, les grands chelems dont on sait qu'ils ont voilà, le plus de voix, enfin, ont le plus de portée, soutiennent ce projet. Je crois qu'il y a aussi, oui, même localement, hein, enfin, on le voit aussi en France, des directeurs de tournois qui se disent, mais enfin, comment est-ce que un grand chelem comme Roland-Garros peut soutenir ce type de changement-là, tout en sachant le nombre de tournois qu'on a aussi en France localement. Voilà, bien sûr. Ouais, c'est vraiment une mise à mort pour tous les, pas forcément pour les 500, mais tous les 250 ouais, deux cent qui cinquante ouais. a, voilà, et Les qui, challengers, les futurs, tout oui, oui, ça. Mm. c'est, pour Ouais, moi, non, c'est un mais. peu un leurre, hein. Et puis bon, rester Ouais. dans le top 100, certes, voilà, il y a des joueurs et des joueuses qui peuvent y rester de manière avec une longévité telle que celle de Richard Gasquet, c'est vrai, c'est Évidemment, le possible. premier nom qui nous vient en tête, c'est Voilà, Richard tout à Gasquet. fait. Mais bon, ça peut monter et descendre rapidement aussi. Je crois que Mm. faut pas que les joueurs et les joueuses se disent bon bah une fois que je suis dans le top 100, c'est bon, je vais rester dans mon petit circuit élite là. Euh, Ils Ouais, le savent clairement. aussi, Ouais. quoi, Ouais. que ça monte et ça descend. Ouais, non, mais je pense que, bon, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, mais je pense que nous sommes d'accord hein, dans la plupart des secteurs Mm. de cette refonte. Ouais, j'aimerais juste dire une dernière chose pour revenir sur le leurre dont parlait Alice tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ça et je me dis qu'en fait, ils veulent faire une refonte pour attirer un nouveau public, mais généralement, que ce soit dans le tennis ou dans d'autres sports, quand les dirigeants veulent attirer un nouveau public, c'est au dépens de l'actuel. Parce que je suis désolé, mais si demain on me dit tous les samedis ou les dimanches, t'as un Djoko contre Sinner ou un Alcaraz Medvedev, ou enfin, si, si toutes les semaines ou tous les jours on a que des matchs entre top 5 et en gros, c'est quotidien. Au début, ça va être cool, mais au bout du 30e Sinner contre Alcaraz dans l'année, on va peut-être en avoir marre et peut-être envie de voir autre chose. C'est exact, enfin, en fait, le circuit premium, c'est que la Super League dans le foot. Dans le foot, faire des Real Barça tous les samedis, bah, sur les 3 premières semaines, c'est cool. Et au bout du 15e match, bah, tu as envie de voir autre chose et c'est ça que je trouve dommage. Faire des changements, faire une refonte, oui, mais la manière dont elle est teasée jusqu'à présent, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin à prendre, bien sûr. Je pense, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais oui, dans sa globalité, je pense que c'est aussi, c'est un mouvement qui suit aussi des changes, enfin, qui suit la géopolitique aussi, puisqu'on a des mêmes phénomènes s'est passé en Formule 1 aussi, avec l'Arabie Saoudite qui a bougé pour avoir les plus grands événements sportifs chez eux. Donc ça concerne la Formule 1, le golf, tout ça, tous ces Foot, bah, sports-là. même, Donc même en boxe en boxe, évidemment, la boxe aussi, où mais voilà. ils ont tous les plus grands combats maintenant, mais C'est ça, le changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui fait peur aussi à ouais, la fois. bah, Donc, en fait, là, si tu remets dans le contexte, il y a 10 ans, ce pays-là, c'était la Chine, et maintenant, c'est mm, l'Arabie Saoudite. C'est exactement pareil. c'est vrai. C'est- Donc, Ce qui, sur le principe, sur l'idée de d'étendre le sport à d'autres régions du monde, euh,
l'idée en soi n'est pas, Ouais, enfin, je veux dire, oui, bien sûr. l'idée en soi n'est pas mauvaise, hein. C'est la Moi, manière dont c'est fait, évidemment. je Ouais. lisais aussi, voilà, un article de Rim Aboulelil qui voilà, disait, enfin, disait en soi, on est content aussi que le sport s'étende à d'autres régions du monde, s'étende au Moyen-Orient. C'est important aussi pour cette région-là. Mais la manière dont c'est fait, Mm. effectivement, pose problème aussi et pas que pour des questions sportives aussi, pour des questions, Évidemment, des Bien questions sûr. politiques. éthiques, Oui, aussi, Évidemment. voilà, on aura questions l'occasion d'y revenir. politiques, Parce que c'est ça. Parce que l'étendre à d'autres régions du monde, oui, mais il faut qu'il y ait de l'argent. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, je suis pas sûr qu'il y a un tournoi pro dans n'importe quel pays d'Afrique, par exemple. Enfin, Ah bah, il y en a un Tout à fait. à Marrakech, pardon. Il y a un 250 au Maroc, du coup. Mais Oui, il y a aussi c'est le des seul, il me tournois semble. WTA. Et, mm, alors que, et donc, bah, bien sûr que pour des futurs joueurs ou joueuses d'Afrique, c'est très dur de s'identifier ou de tout simplement jouer. Parce que tu prends qui comme modèle? Bon, là, on a Jabeur qui porte tout sur ses épaules, mais chez les mecs, je suis pas sûr, enfin, je crois pas qu'il y ait un Africain dans le top 100. Double, ouais, enfin, pardon, en double, il y a quelques joueurs de double quand même Voilà, sud-af. double. Mais même pour les Européens ou les Américains ou pour les gens qui aiment le tennis, le double il est sous-médiatisé. Enfin, donc c'est compliqué pour de s'identifier quand tu es un gamin et que tu veux être pro. Enfin, ils n'ont pas encore de modèle, malheureusement. Et comme il n'y a pas autant d'argent qu'en Arabie Saoudite, bah, c'est pas sur eux qu'on mise pour créer des tournois. Mais, et même au-delà de, enfin, oui, voilà, de nous, nos opinions, effectivement, c'est l'opinion du public, hein, il faut le dire aussi. Mais pas forcément ce qui me surprend, mais ce que je vois aussi quand même, faut le dire, c'est que, on sait quelque chose qui se trame depuis un certain temps. On parle de ce premium tour depuis ouais, le mois de décembre 2023. On en a un petit peu reparlé au moment de l'Open d'Australie. Et, et en même temps, c'est quelque chose qui a l'air d'être appuyé par beaucoup de joueurs. Donc, en tout cas, forcément beaucoup de joueurs du top 100, mais Mm. je vois, euh, c'est appuyé, enfin, la WTA soutient cette idée. Mm. Il y a Fritz qui était pour fin d'année dernière. Et là, et en compte, il y a que Wawrinka qui est monté et qui a dit que c'était de la merde, hein, en soi. Il y a vraiment que Stan. Bon, peut-être aussi parce qu'il a 38 ans et qu'il est en fin de carrière et qu'il va sûrement pas le vivre ou peut le vivre. Il y a peut-être ça aussi, mais de ce que j'ai vu, il y a que lui dans une interview pour l'équipe où il critique vivement les deux idées. Et du coup, c'est ça, Mais oui. plus celle du circuit premium que l'ATP. Mais c'est ça qui m'interroge aussi, c'est ce décalage qu'on peut voir entre ce que le public va ressentir, enfin va ressentir, et ce que les joueurs et les instances ont l'air de défendre. Après, j'ai pas non plus entendu trop d'interviews ou de réactions de joueurs hors du top 100. Je pense qu'on va en entendre davantage dans les jours qui vont venir ou dans les semaines à venir. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent, enfin pour des joueurs qui sont en dehors du top 100 ou des joueuses qui sont en dehors du top 100, qu'est-ce qu'ils ou elles pensent de cette réforme parce que c'est aussi eux que ça va, c'est sur eux et elles que ça va avoir un impact plus important. Euh, Nous, bien sûr, le public, oui, c'est sûr, ça va être différent pour nous de voir enfin, les matchs qu'on va pouvoir suivre. En tout cas, là, ça va faire une différence. Mais les joueurs et les joueuses, j'aimerais bien savoir aussi ou elles en pensent. ouais, bah, une affaire à suivre, hein.
On verra bien d'ici les prochains mois si ça se concrétise. On espère évidemment que non, mais on aura plus d'informations, je pense, au moment peut-être de la saison terre battue. Je ne sais pas s'il y aura plus de news, mais bon, voilà, on verra bien ce qui se passe, ce qu'il en va pour l'avenir du tennis. Voilà, donc bah, je pense que le podcast touche à sa fin. Donc Mm. en vous remerciant par avance de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Voilà, on vous souhaite une très bonne semaine et on a hâte de vous retrouver pour le tournoi le prochain tournoi qui arrive de la tournée américaine, c'est-à-dire Miami. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien et à très vite. Ouais, Oui, bonne salut. soirée à tous. Salut.